Shahrzad est née en Iran. Aujourd'hui, je vous propose un épisode assez particulier. L'enregistrement ne s'est pas fait dans des conditions optimales. Vous allez voir que la qualité vidéo n'est pas parfaite, mais l'essentiel est ailleurs. Ce que vous allez entendre est fort. Mon invité, Shahrzad, nous partage son enfance, la peur, les restrictions, bref, tout ce que vivent les femmes iraniennes. Mais nous parlons aussi avec elle de ce que traverse le peuple iranien ces dernières semaines, donc une mobilisation d'ampleur, une répression violente, et le mot est faible, et un pays coupé du monde en janvier 2026 par le fameux blackout numérique. Les informations restent fragmentaires, mais les témoignages, eux, sont bien réels. Si vous voulez mieux comprendre ce qui se joue actuellement en Iran, au-delà des titres d'actualité, ce témoignage est important, je pense. Cette conversation avec Shahrzad m'a profondément remuée. Shahrzad a accepté de répondre à mes questions avec un courage vraiment immense, parce que nous abordons des sujets vraiment sensibles et douloureux pour elle. Donc je tenais à la remercier encore du fond du cœur. Et parce que le silence peut être parfois une autre forme de violence, parlons de l'Iran. Et n'oublions pas les Iraniens. Bonjour Shahrzad. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très très heureuse de commencer l'année 2026 sur le podcast avec toi. Surtout qu'on va parler d'un sujet vraiment d'actualité. Un sujet assez difficile, donc attention aussi aux oreilles sensibles. Mais voilà, je pense un sujet essentiel et je suis vraiment très honorée que tu aies accepté mon invitation. Avant de débuter l'interview en tant que telle, j'ai envie de contextualiser un petit peu notre rencontre, si t'es ok. Et après, je te donnerai la parole. Alors, donc, comme tous les invités précédemment sur ce podcast, nous nous sommes rencontrés un peu grâce au joli hasard de la vie. Donc, c'était une rencontre lors d'un covoiturage. Et pour moi, c'est un covoiturage qui, je pense, restera vraiment gravé dans ma mémoire. C'était déjà une journée assez particulière. Je sais pas si tu te rappelles, mais la veille, je venais de perdre un travail, donc ça avait été une surprise. Et à la fois, je sentais que c'était une excellente nouvelle, et à la fois, c'était aussi un petit peu difficile. Et finalement, ce jour-là, j'étais libre, et je suis partie faire une journée au bord d'un joli lac en montagne. Et je me suis retrouvée dans un covoiturage qui a annoncé un petit peu la couleur incroyable de cette journée. C'est-à-dire que il faut s'imaginer qu'à l'avant de la voiture, il y avait une grand-mère iranienne qui ne parlait ni anglais ni français et qui venait rendre visite à sa petite fille iranienne également, qui elle était en France depuis quelques années, réfugiée en France. Et à l'arrière, il y avait une jeune femme très très curieuse, donc moi, rejoint ensuite par un monsieur français, mais qui avait vécu en Iran, car marié à une Iranienne, donc improbable. Et on a passé un trajet à parler plusieurs langues, à parler de la France, de l'Iran, à se découvrir. Et ça a été vraiment très fort pour moi. Et puis on a gardé contact ensuite. Et voilà, maintenant on est là et je vais pouvoir t'interroger aujourd'hui sur ce sujet, donc l'Iran. Donc voilà, j'avais envie de le préciser parce que c'était quand même vraiment une très très belle rencontre. Donc pour commencer, Shahrzad, est-ce que tu peux te présenter de façon très courte et classique? Donc j'ai déjà donné ton prénom, mais peut-être que je le prononce pas parfaitement. Donc si tu veux répéter ton prénom,
nous donner aussi, par exemple, ton âge, et si tu as envie de nous donner ton métier ou d'autres informations comme ça. Voilà, je te laisse la parole. Alors, je te remercie, Raphaël, pour cette opportunité, pour entendre ma voix. Et je suis enchantée, ravie de t'avoir connu dans cette belle hasard. Je m'appelle Shahrzad, mais qui se prononce Shahrzad en farsi. J'ai 31 ans. Je vis en France depuis 2017. Je travaille dans le commerce international. Et aujourd'hui, j'ai cette belle opportunité et belle chance de discuter avec toi, Raphaël. Est-ce que tu aurais envie de te présenter maintenant d'une manière un peu plus personnelle, un peu plus intime? Qui es-tu? C'est une question profonde, effectivement. Je suis une personne identifiée comme femme depuis ma naissance. Par bonne chance ou aussi parfois mauvaise, je suis née en Iran, dans une famille relativement aisée, éduquée, ouverte vers le monde extérieur. Mais dont la vie quand même pour moi en tant que femme en Iran n'a pas été très facile. Ça a commencé par une très jeune fille qui rencontre son corps qui se transforme en femme, mais qui a toujours cette soif d'aller jouer dans les rues, d'aller dans l'eau de la mer, à la plage, de laisser sentir le vent sur sa peau, entre ses cheveux, mais que à partir de ses 7 ans, elle ne peut plus avoir accès à ces expériences, car selon la loi pénale islamique, les filles à partir de 7 ans, elles doivent être couvertes totalement, donc les cheveux, une manteau jusqu'au poignet, jusqu'en bas des genoux, et un pantalon jusqu'aux chevilles, et bien sûr des chaussures couvertes. Cette petite a essayé disons, se concilier avec son environnement, mais pas de la bonne manière, c'est-à-dire que j'ai essayé de cacher mon identité femme. J'ai essayé à multiples reprises de me présenter comme garçon parce que j'avais souvent les cheveux courts. J'essayais de cacher mes seins, porter des t-shirts et des pantalons très larges, mais ça n'a pas pu durer, cette technique. Après l'adolescence, j'ai dû me confronter aux limites que la société m'imposait. Je ne pouvais plus faire librement du vélo juste pour me déplacer. Je ne pouvais plus me balader tranquillement dans les rues, même avec une copine, même avec un membre de famille homme, car à tout moment, il était possible qu'un homme ou une femme cachés sous des vêtements normaux, mais qui sont du gouvernement, qui nous harcèlent et qui nous commencent à nous poser des questions, et éventuellement, si nous ne sommes pas habillés selon le code, nous emmener au commissariat. La vie pour une femme en Iran se fait avec beaucoup de peur. La peur, elle est là à chaque instant de notre vie, du moment où on pose les pieds en dehors de la maison. Que ce soit pour une simple balade, que ce soit pour aller à l'école, aller au travail, ou même juste aller faire des courses. Ok. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager quelques généralités sur le pays avant qu'on démarre, pour qu'on ait tous un rappel, comme finalement l'Iran c'est loin, et donc on n'ira pas en profondeur, mais j'aimerais bien te poser quelques questions très générales pour qu'on soit vraiment au fait de ok, l'Iran déjà, ça se situe où? Quels sont les pays limitrophes? Alors l'Iran se situe à l'ouest du continent asiatique, donc un voisin de la Turquie, du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Irak.
un quartier qu'on a tendance à nommer Moyen-Orient. C'est un pays avec à peu près 90 millions d'habitants, très vaste, avec les 4 saisons, du nord de l'Iran jusqu'au sud. Ok. Donc plus grand que la France? Oui. Alors je n'aurai pas la superficie exacte, mais plus grande que la France, oui. Beaucoup de déserts, mais également beaucoup de massifs montagneux, de la forêt et voilà, assez nature assez diversifiée. Et est-ce que tu peux nous redire quel type de gouvernement il y a actuellement et quelle est la religion du pays? Alors depuis 1979, c'est un régime islamique où le nom développé la République islamique d'Iran, qui est en tête du pays. Donc pour faire très court, c'est un leader suprême qui gouverne tout, qui a le contrôle sur les armées et aussi sur les gardiens du corps de la révolution. Et ensuite s'ajoutent les différentes parties, notamment les députés et aussi le président. Mais l'acteur majeur, en tout cas, c'est le leader suprême. Ok. Est-ce qu'avant qu'on replonge dans ton histoire, t'as envie de rajouter quelques informations que tu trouves intéressantes sur le pays ou son histoire? Alors l'Iran, c'est un pays très ancien. On le reconnaît majoritairement comme l'ancien empire perse, mais ça va encore plus loin que ça. C'est un rassemblement de plusieurs ethnies historiques, l'Iran actuel. Donc on parlerait d'un pays qui date de plus de 4000 ans d'histoire. Ouais, et c'est fou qu'on l'oublie comme ça. J'ai l'impression qu'on en parle malheureusement très peu. Ok, merci. Et donc tu nous as parlé un petit peu avant de ton enfance. Est-ce que tu savais déjà qu'à 7 ans, il y aurait ce passage différent, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué avec les années et qui n'était... En fait, je sais pas si ces règles pour les petites filles, pour les femmes, étaient déjà là quand tu es née, ou est-ce que ça a évolué? Ouais, je sais pas si ma question est claire. Ouais. Oui, je peux comprendre ta question. Effectivement, le sujet n'est pas très clair et potable, donc je comprends bien. Le fait est, c'est qu'en Iran, il y a une double système d'éducation. C'est-à-dire que le gouvernement va imposer certaines lois et donc définir son système d'éducation à l'école, les médias, suivant ces lois. Et en parallèle, on va avoir les familles qui vont majoritairement être contre ces lois, majoritairement misogynes et aussi anti-droits d'homme, et qui vont essayer d'aller en contresens de ces éducations. Donc, du moment où on met le pied à l'école, on nous dit que à partir de maintenant, vous devrez vous habiller tel, vous devrez prier à tel moment de la journée, la notion de la pudeur, de la séparation des garçons, dès l'école primaire. Les filles et les garçons ne vont plus ensemble, ne sont plus ensemble. Il y a école des garçons et école des filles. Donc, les filles ne devront plus jouer avec les garçons. Sauf que à la maison, ça va être différent. Maman, papa vont dire non, tu t'habilles comme tu veux tant que ça ne pose pas de soucis dans la rue. Tu peux aller jouer avec les voisins, avec les cousins, pas de soucis. Donc, on apprend un petit peu à avoir 2 sons de cloche. Donc, on y va un peu avec le flux de l'eau, sans forcément anticiper, surtout en tant qu'enfant, on ne sait pas. Pour nous, l'avenir, c'est grandir et devenir comme nos parents. C'est devenir médecin, historien, pilote.
Mais jamais on ne penserait qu'on commencerait à nous mettre des limites pour des choses très basiques comme enfant. Et du coup, toi, avant 7 ans, tu dirais que c'était un petit peu vraiment une phase d'innocence pure et avec beaucoup de joie. C'est ça tes souvenirs? Alors oui, mes souvenirs se limitent à quand mes seins ont commencé à pousser. Car avant ça, très souvent, j'étais prise pour un garçon. Donc j'avais encore cette marge de manœuvre de faire ce que je veux, de sautiller, de parler fort, d'aller jouer dans la rue, d'aller chez les voisins. Mais les choses ont changé du moment où les policiers ou les officiers inofficiels, si on puisse dire, ont commencé à comprendre que non, c'est avec une fille qu'on a affaire, et qui ont commencé vraiment à réprimer et à essayer de m'éduquer que pourquoi t'es sortie comme ça, rentre chez toi, va rejoindre tes parents, habille-toi correctement, où est ta pudeur. Donc voilà, j'ai 2 grandes phases. Ok. Et donc pour comprendre, est-ce que tu avais des copines filles de ton âge qui elles n'avaient pas cette liberté que tu avais parce que on ne les confondait pas forcément avec un garçon? Tout à fait. Et ça me surprenait qu'il y ait des parents pas comme les miens, et que malgré que cette petite peut faire comme moi, elle est obligée de porter la voile et se contraindre des habits qui ne sont pas jolis dans le langage d'enfant. D'accord. Et tes parents, eux, n'avaient pas peur que tu sortes justement sans voile à un âge supérieur à 7 ans et je sais pas que justement on te dise quelque chose ou qu'il t'arrive quelque chose? Si, malheureusement, un des leviers du contrôle d'un gouvernement totalitaire reste la famille. Plus l'enfant va poser problème dans la rue, plus les parents vont avoir tendance à empêcher l'enfant de s'exposer à ces problématiques, à ces casse-têtes, si on puisse dire. Donc bien sûr, mes sorties étaient conditionnées à être impérativement avec une ou 2 copines, avec mon père, avec mon oncle, jamais toute seule. Ah, d'accord. Mais ça, à partir d'un certain âge seulement. Pour la sortie, oui, c'était vraiment à partir de 10 ans. Avant ça, on était automatiquement on était accompagnés, sauf si on était dans un quartier relativement sécurisé et que tout le monde se connaissait. Ok. Et du coup, avant vraiment de passer à cette étape de vie, de transition que tu as vécue aussi dans ton corps, qui a bouleversé beaucoup de choses pour toi, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un souvenir fort pour toi de ton enfance qui représente pour toi un petit peu cette culture iranienne, peut-être la saveur que tu as de ton enfance en Iran? Très bonne question. Les saveurs que j'ai de mon enfance sont majoritairement amères. Peut-être parce que c'est à partir de la prise de conscience que je m'en souviens. Les moments vraiment innocentes et inconscientes des conditions environnementales, peut-être qu'elles sont un peu plus difficilement accessibles. Mais en tout cas, les moments vraiment délicieuses, si je puis dire, que je remémore, c'était au moment de Nouvel An. Alors l'année calendaire iranienne, elle se joue à l'équinoxe du printemps. Donc chaque année, elle varie entre le 20 et le 21 mars à une horaire précise qui change chaque année. Et donc parfois, on se trouvait
par exemple le 21 mars à 4 heures du matin, à devoir se lever et sachant que c'était le moment passage aux nouvelles années, à nous doucher, nous rendre propres, jolis, de belles habits et nous asseoir autour de la table de Haft Sin ou les 7 Sin. C'est une table qui a 7 éléments qui représentent la richesse, le bonheur, la croissance pour la nouvelle année et qu'on lise des poèmes, notamment de Hafez, qu'on prie tous pour l'un et l'autre, pour notre pays, pour notre avenir, et bien sûr des moments délicieux de nous prendre dans les bras, de nous embrasser, des échanges de cadeaux et surtout de beaucoup d'argent. C'est beau, il y a beaucoup de tendance à donner de l'argent aux enfants surtout. Et c'est ce souvenir que chaque année à notre nouvel an, je remémorise, sachant que je ne peux plus forcément me rassembler avec ma famille autour de la table. Ouais, je te remercie de nous partager ça et malgré que j'ai bien entendu que tu as très peu de souvenirs de ton enfance, donc merci. Et peut-être juste avant de passer donc à ce passage de ta vie, tu parles de prier et donc tu nous as dit qu'à l'école la prière était obligatoire, etc. Est-ce que l'islam est du coup la religion qui est vraiment présente dans toutes les familles iraniennes, ou est-ce que ce n'est pas forcément le cas? Est-ce que il y a la religion du pays, mais que chacun après peut avoir ses propres croyances, j'imagine, peut-être un peu cachées? Mais est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le régime donc islamique gouverne par la loi du sharia. Donc la totalité de la loi, elle est basée sur les règles mentionnées dans le Coran. Et donc, pour pouvoir exercer quelconque activité au sein de la société, même pour aller à l'école, à l'université, être embauché, il y a besoin qu'on soit musulman. D'ailleurs, quand on est, si nos parents sont musulmans, dans notre carnet de naissance, il y a la religion musulmane qui est inscrite. Par contre, l'Iran est toujours un groupement d'une grande diversité ethnique, également religieuse, dont on y trouve bien sûr une partie musulmane, mais aussi des chrétiens, aussi des juifs, des bahaïs, des zoroastriens, l'ancienne religion monothéiste d'Iran, mais ça reste relativement caché. C'est ceux qui ont le courage de l'exprimer, de l'exercer officiellement, ils rencontrent beaucoup de barrières dans leur vie quotidienne et administrative dans le pays. Donc déjà, à l'époque, quand tu étais jeune, c'était déjà le cas. Tout à fait. Ok. Et donc pour revenir à toi, donc il y a un moment à l'adolescence où tu disais, ton corps a changé. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que donc tu as été, j'imagine, obligée de porter le voile, c'est ça? Tout à fait. Et pas uniquement couvrir les cheveux, mais aucune partie de mon corps, à part le visage, les mains, à partir du poignet, n'avait le droit d'être vue. Donc tout le reste devait être couvert, surtout en termes d'école. Alors dans la ville où on s'y trouvait, l'unique école privée, elle nous a imposé la porte du chador, qui est une grande voile noire qui couvre la totalité du corps et qui réduit énormément la marge de mouvement. Et du coup, comment tu as vécu cette période, cette transition en particulier? J'avoue que c'était très difficile. Alors par les mots des entourages, je n'étais pas encore dans le vif période de crise d'adolescence, mais j'étais en dépression.
pour une femme, enfin, pour une jeune fille, une enfante. Et j'avoue que je n'avais plus cette énergie que j'avais auparavant pour jouer, pour avoir du plaisir de la vie, tout simplement. Tout était devenu pour moi ce chador, cette code vestimentaire qui m'était imposé, que je n'aimais pas, que je trouvais moche, et qui ne me permettait pas d'aller faire mon roller, mon vélo, d'aller courir, d'aller jouer au foot. Et, euh, et est-ce que il y avait un climat de peur vraiment alors tu en as un petit peu parlé au début, mais Oui, le gouvernement, il gouverne par la peur, disons. Alors, pour expliquer très rapidement une partie de la structure du gouvernement que je n'ai pas mentionné, il y a une armée de volontaires qui s'appelle Basiji. Il y a des avantages de faire partie de cette armée non officielle pour accéder à l'université, aux postes administratifs liés au gouvernement. Et ces gens-là auront pour mission d'alerter les gens dans les rues que attention, vous êtes en train de défreindre la loi, vous êtes en tant que femme, ton corps il est en train de déranger les hommes qui voient ton corps, qui peuvent avoir des envies, et c'est contre les règles de la famille. Donc ces personnes qui se trouvent partout dans les rues. Donc pour expliquer depuis la porte de la maison jusqu'à la porte de l'école, donc il y a cette risque de tomber sur une femme ou un homme de cette armée-là, les Basiji. Ensuite, à la porte de l'école, ils vont nous contrôler. Donc c'est le cas même depuis l'école primaire. Donc également collège, lycée et université. Ils vont vérifier si ton manteau il est assez large, qu'on n'a pas essayé de recoudre pour la rétrécir un peu plus à proximité du corps, si nos sourcils ne sont pas enlevés, si nos ongles sont bien coupés, et si la voile elle est bien positionnée sur la tête. Donc il y a un passage de contrôle pour entrer à l'intérieur de l'école. Et ensuite, tout au long de la journée, alors bon, à l'époque, il n'y avait pas forcément de téléphone, mais ils peuvent venir vérifier si on a des grosses clips de cheveux, quelque chose qui peut rendre flagrant, enfin, nous montrer un petit peu plus, ou même un rouge à lèvres, ou même quelconque outil de maquillage, ou même un lime à ongles. Et on avait constamment peur d'être contrôlé et qu'on nous trouve un défaut et qu'on nous réclame devant la présidente de l'école, et que ça nous crée un dossier, que ça fasse venir nos parents, donc on essayait d'être au maximum discret, bouger le moins possible, prendre le moins de risques possible. Et est-ce que avec tes copines de classe, est-ce que c'était un sujet? Est-ce que certaines s'accommodaient très bien de tout ça, ou est-ce que vraiment c'était très douloureux pour tout le monde? Comment était le climat en fait? Ouais. C'est douloureux pour tout le monde. Mais automatiquement on apprend à vivre un petit peu en cachette. Si on a des petits copains, oulala, il faudrait en parler très discrètement. Si on veut parler chanter une musique ou danser, il faut le faire vraiment dans un temps très limité, et guetter qu'il n'y ait pas de prof qui passe, ou que quelqu'un qui puisse reporter l'entende. Donc on parce essayait... que ça aussi c'est interdit, chanter, danser. Oui, alors la voix de la femme est interdite. Une femme chanteuse, enfin, à part si elle fait du underground, elle n'a pas droit de diffuser au
ouvertement sa musique. Une femme n'a pas le droit de porter un instrument de musique, de transporter un instrument de musique. Donc voilà, une fille qui joue un instrument, elle est limitée à la jouer chez elle, sauf si par chance elle arrive à participer dans un concert où voilà, le maître s'est énormément battu pour que ça se formule et que ça ne soit pas empêché. Il y a eu énormément de concerts, d'orchestres, même de petits enfants qui jouaient des instruments qui ont été interrompus au milieu parce qu'il y avait des filles qui jouaient des instruments ou une fille qui chantait peut-être en même temps qu'un garçon. Ok. Et quand tu étais chez toi, par contre à la maison, est-ce que tu sentais, tu parlais de dépression avant, est-ce que tu as vraiment vécu une longue phase de dépression ou est-ce que chez toi tu retrouvais une forme de liberté, une forme de joie, tu pouvais chanter, danser comme tu le voulais et c'était quelque chose de présent ou pas? Oui, c'était très très présent. D'ailleurs, tu fais bien de mentionner ce sujet, car sachant qu'on n'a pas beaucoup de parts dans la rue ou dans le monde extérieur de la maison, beaucoup des festivités se font dans la maison. C'est-à-dire que un petit rassemblement, même entre parents et tantes, peut très rapidement se mener à chanter, émettre de la musique et danser ou jouer l'instrument de la musique. Mais c'était des temps limités peut-être à une fois par semaine, une fois par mois, sur des événements. Ok. Et donc, est-ce que à un moment, toi, tu as eu envie de te rebeller? C'est ça? Qui s'est passé? Ouais. Je pense que c'était un peu automatique. Je n'ai pas souvenir d'avoir planifié une révolution que je ne veux plus être ça. Mais je me disais, j'ai envie d'aller à tel endroit avec mon vélo, je vais y aller. J'ai envie d'aller acheter ce petit légume, j'ai envie d'aller avec mon roller. J'essayais de forcer et ne pas penser à la conséquence que ça va avoir derrière. Et à plusieurs reprises, la conséquence, c'est mes parents qui l'ont absorbée. À l'école, je me suis lancée, je me suis exprimée contre les propos très injustes et falsifiés qu'ils avaient. Et j'ai été amenée à changer d'école à plusieurs reprises. À l'université, j'ai frôlé un risque d'être suspendue. Juste parce que j'avais circulé en vélo dans le campus qui est très grande et qui est interdit bien sûr pour les femmes de circuler en vélo. Je pense que c'était vraiment automatique et j'étais comme une bombe à retardement. J'avais besoin d'essayer d'externaliser ou de faire sortir cette connexion avec la vie. Ok. Et est-ce que tu avais d'autres amies femmes ou filles quand c'était à l'école, femmes quand du coup c'était à l'université, qui étaient comme toi, qui osaient tenter les choses interdites? Oui, beaucoup. Ok. Mais qui subissaient peut-être différemment leur révolte, si on puisse dire, par le biais que peut-être leur famille était plus stricte, que leur environnement les jugeait différemment. Peut-être que j'essayais aussi de devenir sourde par rapport au jugement de mon entourage. Peut-être que mon inquiétude était uniquement en face de la loi. Mais les femmes dans mon entourage ou même les filles ont dû parfois payer très cher, même à l'école. Du coup là j'y pense. Il y a eu des filles qui ont été mariées très tôt, avant l'âge de 16 ans, parce que ils avaient cette volonté d'avoir des petits copains ou d'être actifs, et que pour les assagir, si on puisse dire, ou les contrôler, ils ont été mariés très tôt.
Ok, ok. Et face à la loi, quel était le risque en tant que femme de faire du vélo, par exemple? Est-ce qu'il y avait un gros risque? Alors, dans la ville de Mashhad, qui est le capital religieux d'Iran, c'est interdit pour les femmes de circuler en vélo. Alors, ce que détermine la loi pénale islamique, c'est soit emprisonnement pour un certain temps, enfin en garde, et libération contre une amende, soit mise à des sessions de rééducation. Par contre, ce qui fait plus peur au milieu, c'est que, sachant que c'est hors la loi, les gens, enfin, reliés au gouvernement, les Bassidji, ils ont le feu vert de réagir librement face à tel non-respect de loi, si on veut. Donc, j'ai vécu des harcèlements sexuels, des touchés, que je sois poussée pour pas tomber, avoir mal et que je ne reproduise plus cette action. Mais c'est beaucoup de l'inquiétude aussi vis-à-vis de nos parents. On veut pas les faire venir dans un commissariat pour qu'ils attestent que ok, ma fille ne fera plus du vélo, j'en suis navrée. Et du coup, ces violences physiques, même sexuelles, etc., t'ont vraiment fait peur, t'ont freiné, ou au contraire, ont accentué ta révolte? Je pense qu'ils ont accentué ma révolte. Il était interdit. Il fallait pas que je sois vue en train de faire du vélo. Alors quand je parle faire du vélo, ce n'est pas avec des vêtements de cycliste. C'est toujours avec une manteau longue, pantalon large, avec la voile en dessous du casque. Donc je le faisais les soirs avec un groupe de cyclistes. Ou alors en fin de semaine, on essayait de sortir de la ville, aller dans des zones ruraux ou même en montagne, même si je n'étais pas totalement équipée pour. Mais j'avais besoin de dire que vous avez tort de vouloir m'empêcher, je vais tout de même la faire. Bon, ça c'est juste exemple d'activité sportive non professionnelle. En termes de vie dans la société, c'est un peu plus difficile, même dans le monde du travail. Car quand on parle de femmes, des femmes opprimées, on parle de la loi qui les considère comme la moitié de l'homme, dont quelconque agression ou violence contre les femmes n'est pas pénalisée. Pas du Mais tout. Pas du tout, et même justifié D'accord. parfois dans le Coran. C'est à un certain stade, c'est demandé qu'il faudrait violenter une femme si elle n'accepte pas à se remettre à sa place. Donc des hommes qui ont cette chance de jouir de ces lois qui les avantagent, surtout dans le monde du travail, peuvent se retourner contre une travailleuse femme et se permettre toutes sortes d'harcèlements sans avoir peur d'être pénalisé après. Ok. Donc toi, tu as fait des études. Tu as fait quoi comme études? Alors j'ai bac mathématiques scientifiques, ensuite licence en comptabilité et gestion financière, et ensuite je suis venue en France pour le master en gestion de production, logistique, achat. Ok. Et donc, tu es venue en France, pourquoi? Parce que tu n'en pouvais plus de l'Iran, ou c'était juste une envie de faire des études à l'étranger? C'était un rêve de sortir d'une société aussi contrôlée, à essayer de non seulement de contrôler, derrière de juger toute action, et derrière agir
contre un besoin humain. Donc la phrase cliché qu'on a beaucoup tendance à penser ou à dire en Iran, c'est qu'on veut être libre, on veut devenir libre. Donc on rêve d'un monde libre dans lequel, surtout en tant que femme, on peut être nous-mêmes, on peut avoir la liberté de choisir, la liberté de penser, de parler et avoir des opportunités similaires aux hommes, que ce soit pour les études, mais aussi pour le monde du travail, et bien sûr profiter de jouir des conditions égales aux hommes. C'est-à-dire accès par exemple au complexe sportif, accès aux cours de danse, aux cours de chant, aux cours de musique. Ah oui, parce que tout ça, du coup, c'était purement interdit pour les femmes. Oui. En tout cas, ceux ou celles qui exercent par le biais de leur famille, qui sont courageux, subissent des difficultés. D'accord. On peut bien sûr faire des cours de chant ou même aller à l'université, à l'école de l'art, mais derrière, il n'y a pas de carrière qui va suivre, sauf si c'est en off, sauf si c'est pour donner des cours particuliers en black. D'accord. Et toi, tes parents, est-ce qu'ils te faisaient des remarques sur ton comportement un peu de rébellion? Et est-ce que, parce que tu as parlé de mariage très jeune pour certaines de tes camarades avant 16 ans, est-ce que c'était un sujet ou toi dans ta famille c'était totalement différent? Il y a 2 questions en une, désolée. Il n'y a aucun souci. Il y avait les deux parties dans ma famille. Je viens d'une mère révolutionnaire, à de forts caractères et très libérale, si on puisse dire, qui s'est battue tout au long de sa vie pour avoir son indépendance et ses possibilités dans sa vie, mais également d'un père qui vient, lui, d'une famille un peu plus religieuse, un peu plus traditionnelle. Donc j'avais souvent tendance à être soutenue par ma mère et à être un peu reprochée par mon père. Le simple exemple que pour aller, par exemple, en montagne, pour faire des randonnées, il faudrait faire partie d'un club pour la partie sécurité et puis au niveau de la logistique. Et pour pouvoir faire partie de ce club, il faudrait que le père atteste, donne son accord. Le père ou le mari. Une femme, même majeure, n'a pas le droit toute seule. Ça, c'était compliqué. C'était un peu trop demandé pour une femme. Une fille doit pouvoir se satisfaire des activités d'intérieur, de cuisiner, de peut-être coudre. Ok, j'ai mon piano. Tu as déjà tout ce que tu veux. Donc, pourquoi tu veux en plus aller en montagne avec des garçons? Donc oui, je pense qu'il y a toujours eu dans des familles une double valeur, si on puisse dire. Ok. Et par rapport au mariage, alors? Ma mère persistait sur le fait qu'il ne faudrait pas que je me marie tôt. Il faudrait déjà que je fasse mes études, que j'ai déjà un travail, que j'ai mes finances et mon indépendance à un certain niveau établi, et ensuite je ferai le choix de me marier. Bon, idéalement pas en Iran, car la loi elle est totalement contre les femmes. Donc voilà, il y avait cette volonté que je me marie pas en Iran, en l'occurrence. Ok. Et donc, quand tu as eu envie d'aller étudier à l'étranger, est-ce que ça a été facile de manière générale? Est-ce que c'était facile de faire cette demande à l'université? Et est-ce que c'était ok pour tes parents et ok pour la société? Pour la société, c'était pas bien d'accord, parce qu'une femme seule aller à l'étranger, alors déjà une femme seule dans la rue, c'est déjà quelque chose. Aller en dehors de la ville,
que ce soit montagne, que ce soit voyage, ça c'est très osé. Alors en plus d'aller dans un autre pays où on perd totalement le contrôle sur cette fille, c'est perdre son enfant, c'est comme perdre la file de la continuité de sa vie, si on puisse dire, de la vie des parents. Donc il y avait beaucoup de son cloche où faut quand même qu'elle se marie avant de partir, ou est-ce que c'est bien qu'elle part. Mais ma mère, elle m'a beaucoup soutenue. Personnellement, moralement, psychologiquement. Par contre, en termes administratifs, oui, il ne faut pas trop parler du principe qu'on veut partir du pays, car c'est une propriété du pays qui part, comme les femmes sont propriétés des hommes en Iran. C'est pas une bonne chose. Et une femme, sachant qu'elle a la moitié de l'intelligence de l'homme, est-ce qu'elle va survivre? Donc, pour une certaine bienveillance, si on puisse dire, ils vont essayer d'empêcher cette procédure d'arriver à bout. Donc, est-ce que tu as dû le faire de manière cachée? Disons que j'ai dû le faire pas tout à fait en transparence, ouais. Que j'ai dû la mener un peu de mon côté, beaucoup personnellement, sans demander de l'aide de personne, parce que plus que de l'aide, j'aurais peut-être reçu des bâtons dans les roues. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été chanceuse que ça se fasse relativement rapidement et fluide. Ok. Est-ce que tu avais des exemples de femmes autour de toi ou que dont tu avais entendu parler qui l'avaient déjà fait ou qui le faisaient? Qui avaient la volonté d'immigrer, mais qui elles n'ont pas pu, oui. Beaucoup d'empêchements par la famille et bien sûr côté financière. Pour une des besoins pour la procédure est de libérer notre diplôme et il faut payer pour ça. Et souvent, sachant que les étudiantes, surtout, elles ont du mal à trouver du travail en Iran, elles vont être dépendantes des financements du père et de la famille. Et donc, ça peut être difficile d'obtenir ce financement. Juste pour la libération du diplôme, et ensuite le reste de la procédure est très coûteuse également. Pour obtenir un visa, il faudrait démontrer une sécurité financière, donc un certain montant sur le compte bancaire. Pour les traductions des documents, ça demande beaucoup d'argent. Donc sur la question financière déjà, oui, ça a freiné la procédure de certaines personnes. Et juste pour comprendre, donc avant que tu partes en France, est-ce que toutes les années passées, parce que tu as évoqué donc ce côté aussi petite fille qui n'a pas forcément envie du coup de cette féminité qui la freine, qui l'emprisonne finalement, est-ce que je sais pas, est-ce que parfois même adulte, tu jouais un petit peu en te cachant d'être une femme? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était quelque chose que tu expérimentais ou pas? Je ne pouvais plus me cacher en garçon. Par contre, je pouvais ne pas être cette femme qui s'expose trop, qui se montre trop. Donc ne pas me maquiller, ne pas porter des jolis vêtements féminins, ne pas me coiffer, rester stricte, ne pas trop rire, ne pas parler très fort, ne pas attirer les attentions, disons. Je pense que de cette manière, j'évitais les reproches et les dangers, parce que on le connaît ce principe qui est assez international. Quelqu'un qui se fait violer, c'est elle qui en est la cause de l'événement. Et ce principe, malheureusement, en Iran, elle est très pressante, dans le sens où si on se fait agresser dans la rue, si on se fait toucher, c'est qu'on l'a cherché, c'est qu'on s'est trop exprimé, on a trop montré notre féminité.
Mais dans la rue, vous étiez obligé de porter vraiment le voile complet. J'ai oublié Oui, le le nom. chador, Le non. chador, non. Non, pas dans la rue. D'accord. C'était seulement à l'université, à l'école, dans des lieux. Pour certaines écoles, tout à fait. Et bien sûr, dans les lieux religieux, c'est obligé également. Oui. D'accord. Ok, je comprends. D'ailleurs, une des actions révolutionnistes que les femmes ont toujours fait depuis le début de la Révolution, c'est d'essayer d'exprimer leur féminité, dans le sens de ta question. C'est-à-dire que c'est interdit de montrer les cheveux, mais elles vont quand même reculer la voile, elles vont bien montrer les cheveux, elles vont essayer de montrer un petit peu de leurs jambes, porter des pantalons un petit peu plus courts, mettre des vernis, s'enjoliver et montrer que on a envie d'être femme, même si vous ne nous voulez pas en face de vous. Mais du coup, là, par rapport à ça, cette armée de volontaires pouvait, si elle voyait une femme justement qui s'était mis, je sais pas, du vernis ou qui montrait un petit peu ses cheveux, pouvait agir et la punir selon sa vision. C'est ça? C'est ce qui est, c'est l'exemple de ce qui est arrivé à Mahsa Amini en 2022. Cette femme, quand on voit les vidéos et les images ressorties avant son arrestation, c'était très normal. Elle ne portait rien de très choquant. Elle avait juste un peu de cheveux qui ressortaient de sa voile. Et malgré ça, ce n'est pas uniquement les Bassidji, mais c'est la police des mœurs à ce moment-là qui est intervenue. Et c'est très courant également qu'ils attendent que la proie passe et qu'avec beaucoup de violence, qu'ils tirent les femmes à l'intérieur de cette vanne pour les amener au commissariat. Donc pour soit bien sûr recevoir l'attestation des parents et une amende, soit les mettre en rééducation pour les convaincre que il fallait pas sortir avec tel vêtement, disons. Donc ce n'est pas que les Bassidji qui ont cette liberté d'agir, d'harceler, mais il y a également la police des mœurs qui viennent agir avec plus de violence et avec plus d'appui par rapport à la loi. Ok. Donc toi, tu as réussi à aller en France. Tu as fait un master. Et comment ça a été pour toi l'arrivée en France? Alors c'était un rêve de finalement acquérir cette possibilité de venir sur le territoire français parce que le visa c'est difficile à obtenir. Chaque instant, chaque petite rue que je parcourais à Paris, pour moi c'était vivre dans un rêve, dans un film. Mais ce rêve très rapidement elle a montré des côtés un petit peu douloureux et amers dans le sens où c'est là que je me suis rendu compte. En fait, j'ai quitté ma famille. Je me suis éloignée de ma mère, de mon père, de ma grand-mère, de ma tante et toutes celles qui me soutenaient, qui étaient là pour m'écouter, pour me réconforter, pour m'encourager. Elles ne sont plus là. Notre relation, elle est limitée à des coups de téléphone, peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Et sachant que c'est très coûteuse de retourner en Iran pour les revoir, surtout aussi pour le Nouvel An, il faudrait commencer un peu à budgétiser, peut-être trouver un travail, économiser. Donc la réelle vie d'un coup s'est montrée pas très facile, surtout l'éloignement avec les racines, disons. D'accord. Et donc tu es resté 2 ans pour les 2 ans de master, c'est ça? Tout à fait. Et tu as pu rentrer pendant ces 2 ans? Je suis rentrée sur la 2e année parce que j'étais en alternance et que je pouvais du coup me permettre de prendre un billet d'avion pour rentrer. Oui. Donc je suis rentrée après 1 an et demi.
D'accord. distance. Et ensuite, à la fin du master, tu as eu envie de retourner habiter en Iran, alors? C'est difficile. C'était très difficile. Je me disais, je vais d'abord trouver un travail. Je vais déjà essayer de gagner un peu de compétences, de savoir et aussi d'argent. Et je verrai par la suite si je serai apte à trouver une situation stable économiquement également en Iran pour repartir. Par contre, la question qui se posait constamment, c'était est-ce que tu es prête à retourner dans cette société opprimante qui va toujours continuer à te juger et que tu vas toujours être inférieur aux hommes, que le monde du travail ne sera pas juste. Euh, donc j'ai continué ma vie en France. J'ai par la suite de l'alternance, j'ai trouvé un travail, j'ai même changé de société et ça a continué son cycle automatiquement avec cette préférence de vivre dans ce monde libre et avec l'espérance que peut-être un jour sous une occasion je pourrais retourner en Iran dans un contexte peut-être différent, reconstruire la vie différemment. Mais j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé cette occasion. D'accord. Donc, tu as fait ce choix à ce moment-là de rester éloigné de ta famille pour ta liberté. Tout à fait. Mais tu pouvais quand même encore aller leur rendre visite pendant certaines années, c'est bien ça? Oui, il y avait encore cette possibilité. Jusqu'à ce qu'il y ait le mouvement Femmes, Vie, Liberté, à la suite du meurtre de Mahsa Jina Amini, et que politiquement les situations se sont plus sensibilisées, c'est-à-dire que ils ont commencé à détecter les gens qui étaient actifs contre le gouvernement à l'extérieur d'Iran, même que il y a eu plusieurs cas aléatoirement, ils font attendre les personnes, ils leur prennent leur passeport pour leur poser des questions, pour leur demander des noms de personnes qu'ils connaissent et qui ont interagi contre le gouvernement. Donc c'est devenu une situation plus insécure pour les gens qui vivent à l'extérieur d'Iran, dont moi. C'était un risque de vouloir retourner voir la famille. Donc j'ai fait ce choix de rencontrer la famille en dehors d'Iran. D'accord, donc à partir de 2022, c'est Tout à ça, fait. tu ne pouvais plus y aller. Ok, et peut-être je te propose de parler un petit peu maintenant de l'actualité alors. Donc c'est depuis la fin du mois de décembre, peut-être même avant. Je vais te laisser en fait nous raconter ce qui se passe actuellement. Ouais. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça va être étroitement lié au passé de l'Iran depuis la révolution 1979, où le peuple s'est révolté contre la monarchie parce qu'il voulait la liberté politique et sociale. Sauf que c'est la République islamique qui l'a confisqué. Et dès lors qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont commencé à mettre des règles très strictes contre les femmes et annuler certaines lois qui étaient en faveur des femmes avant. Et les Donc femmes c'est devenu presque encore plus strict finalement que la monarchie qui était là précédemment. Beaucoup plus strictes, tout à fait. Et très rapidement, les femmes ont commencé à contester, à protester, qu'elles ne voulaient pas le hijab obligatoire, premièrement, qu'elles voulaient la restitution de certaines droits qu'elles avaient. Et ces protestations, elles ont continué périodiquement, mais par des différents groupes. Donc au départ, c'était beaucoup les femmes qui étaient sur le terrain, pas vraiment accompagnées par les hommes parce que
c'était une période de transition, c'était ensuite une période de guerre avec l'Irak, donc la cause des femmes n'était pas très prioritaire. Ensuite, c'est les étudiants qui sont venus sur le terrain à protester pour des droits politiques et certaines libertés. Ça Donc s'est les enchaîné. étudiantes ou les étudiants et les étudiantes? Les deux, étudiants et étudiantes. À chaque fois, ça a été réprimé. Ils ont fait face à des réactions très violentes du gouvernement. Ça a continué jusqu'à 2019 où par l'augmentation du prix du pétrole, beaucoup d'artisans et des ouvriers ont manifesté. Là, du coup, le mouvement il a été un petit peu plus global et ne se limitait pas qu'aux grandes villes. C'est là pour la première fois que l'État a mis un shutdown à l'internet. Pendant 3 jours, il n'y avait pas d'internet et il y a eu un grand massacre. 1500 personnes tuées sous 3 jours. Derrière, ça s'est enchaîné par le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Entre-temps, il y a eu d'autres mouvements, bien sûr, surtout des commerçants ou des ouvriers des centres pétroliers, pétrochimie précisément, pour demander leurs droits, leur salaire qui était retardé. Et plus on avançait dans le temps, plus les mouvements prenaient la couleur de anti-régime. Jusqu'à le 2022 où très explicitement par la cause d'une femme, les hommes sont également venus dans les rues, ont rejoint la protestation des femmes pour réclamer les droits de l'homme, la liberté et le changement du régime, qui a été fortement réprimé, qu'il y a eu beaucoup d'arrestations et beaucoup d'exécutions. D'ailleurs, courant ces 3 dernières années, on a rencontré malheureusement le pic de nombre d'exécutions en Iran, jusqu'à du coup 28 décembre 2025, où la valeur de la monnaie iranienne, le rial, elle a chuté drastiquement, plus qu'avant. La situation économique et si on puisse dire le pouvoir d'achat qui est devenu quasiment néant pour les gens, et c'est les commerçants du grand bazar de Téhéran qui ont commencé à faire grève, à fermer leur shop. Et très rapidement, les autres groupes, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, les ouvriers ou même les jeunes, adolescents, les vieux, qui les ont rejoints dans les rues, et très rapidement, très répandu en Iran, même des toutes petites villes où on n'en entendait pas forcément parler en termes de manifestations. Donc on rejoint tout à fait. Il y avait cette volonté de se soutenir, cette volonté de s'unir pour mettre un terme à ce gouvernement qui n'a pas aidé le pays, qui a fait partie, qui a été la raison principale de la régression, que ce soit économiquement, que ce soit environnemental, que ce soit humainement. Et la demande unanime jusqu'à aujourd'hui, depuis le 28 décembre, c'est un changement de régime. Ok. Et donc là, toi, comment tu vas là actuellement avec tout ça? J'avoue que c'est très difficile pour toutes les Iraniens. Premièrement, parce que c'est notre racine, le pays, parce que ces personnes, ces gens qui se sont fait tirer dessus, ou même les femmes qui se sont fait violer, ou même vraiment violentées au point où leur corps n'est plus reconnaissable. On a cette
empathie, cette immense empathie que ça aurait pu être nous. Nous sommes partis d'Iran pour obtenir la liberté. On aurait pu rester en Iran et nous battre pour obtenir cette liberté. Sans parler que la connexion a été perdue avec nos familles qui eux également font partie des manifestants, des actifs. Oui, parce qu'il y a eu la grande coupure d'internet à partir du 28 décembre aussi, c'est ça? Alors la coupure, elle a eu lieu précisément le soir du 8 janvier. D'accord, oui. Quand Reza Pahlavi, la personne qui unit, qui est acceptée unanimement par les protestants, les manifestants, a réclamé 2 jours de manifestation au plus grand point, si on puisse dire, donc le 8 et le 9 janvier, et l'État avait déjà prévu son coup, c'était déjà préparé. D'ailleurs, des tanks et des munitions d'armée étaient déjà reconnaissables dans les rues, qui s'étaient déjà installés. Il y avait des vidéos qui avaient commencé à circuler, et juste avant 20h, où c'était l'heure du déclenchement des manifestations, il y a eu la coupure d'internet jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on parle de ça n'a pas repris aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 26 janvier. Ouais. Alors le changement qu'il y a eu, c'est que au départ, quand il y a eu le blackout, toute connexion à l'intérieur d'Iran et avec l'extérieur a été coupée. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même plus s'appeler entre eux, ou même envoyer des textos, ou même faire des transactions bancaires. Donc tout réseau était interrompu. Depuis, je pense à peu près 5 jours, il y a l'intranet en Iran qui est lancé. C'est-à-dire que uniquement via certains réseaux, certaines applications, il y a possibilité de communication, de faire les transactions bancaires, de s'appeler entre eux en Iran. Par contre, l'internet, elle n'est pas rétablie. Via des failles qu'il y a dans cet intranet, ce réseau qu'il y a, et certains arrivent à envoyer des textes, se connecter sur les réseaux, mais ça reste très limité en temps et en débit. Et c'est souvent des ingénieurs de software qui arrivent en fait à retrouver ces failles et passer à travers le filet, si on puisse dire. Et du coup, tu as eu des nouvelles il y a quelques jours, je crois, de tes parents, c'est ça? De tes proches? Tout à fait. En fait, ils m'ont appelé par téléphone fixe. Ça a fonctionné. Je n'ai pas osé poser la question ouvertement, sachant qu'on a cette conscience qu'on parle à des otages en Iran, que la ligne elle est écoutée, que les paroles sont contrôlées, et qu'il y a toujours un danger qu'ils atterrissent, qu'ils attaquent les gens malgré qu'ils sont à la maison. Donc tant que la famille ou les personnes sont dans les frontières iraniennes, que ce soit à l'intérieur d'une maison, que ce soit dans la rue, ce n'est pas sécuritaire, disons. Donc oui, ça a été un échange très rapide de comment vous allez, vous êtes vivant, que je vais bien, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que on a dû décaler de quelques jours notre interview. Mais il y a quelques jours encore, tu ne savais même pas s'ils étaient encore en vie. Tout à fait. Ouais. Et comment dire, là, est-ce que en gros ces dernières semaines, donc depuis fin décembre, il y a vraiment des atrocités qui ont eu lieu. Est-ce que les Iraniens s'attendaient? Est-ce que toi tu t'attendais à ce que ça puisse atteindre un tel niveau d'horreur? On connaît un petit peu ce régime. Au fil du temps où les manifestations ont évolué, alors comme je disais depuis la révolution, la violence elle a augmenté.
la violence de l'État contre les manifestants. On savait que le gouvernement n'avait pas de limite, mais on avait cette espérance que les soldats ou les militaires qui sont dans les rues, ils rejoignent, qu'ils aient de l'empathie et ils rejoignent, et au moins qu'ils arrêtent de tirer. Sauf que on n'avait pas vu venir le fait que pendant toutes ces années d'embargo contre le régime islamique, qui est un grand mafia, un grand cartel, a eu le temps de s'enrichir via des transactions pétrolières, gaz et toutes sortes de mines en black. Donc des produits qui sont sortis et de l'argent qui est entré sans arriver dans les mains du peuple, donc directement dans ce système des gardiens du corps de la République islamique. Ils ont eu le temps d'investir dans les différents groupes terroristes de la région, dont Rachab al-Sha'abi en Irak, au Liban, Hezbollah, et les gens qui ont mené ces actions militaires contre les manifestants, cette fois-ci, ils n'étaient pas iraniens, ils ne parlaient pas farsi. Il y a eu plusieurs reports qu'ils les entendaient parler dans des langues étrangères. Ok. Et là tout de suite, donc nous sommes le 26 janvier. Est-ce que les manifestations sont toujours aussi grandes, ou est-ce que ça s'est calmé avec toutes ces répressions? Après le 8 et le 9 janvier, où c'était le commencement du blackout, on a pu avoir des informations qu'on goutte d'eau via ceux qui avaient du Starlink, qui avaient accès à l'internet satellite. Ces vidéos, ces témoignages ont montré qu'il y a énormément de morts. Et toute famille s'est trouvée en deuil quasiment. Quand je parlais avec mes parents, ils disaient que toute personne autour d'eux a perdu au moins un membre de famille. Donc il y a eu une situation de choc qui a gouverné pendant quelques jours. Mais pas uniquement de choc, c'est-à-dire que les rues, les villes ont été beaucoup militarisées. Il y a eu des checkpoints pour vérifier, c'est toujours le cas d'ailleurs, le téléphone des passagers de manière aléatoire pour voir s'il y a encore des photos, des vidéos, des preuves de ce qui s'est passé courant ces 2 nuits-là. Et bien sûr, le soir, plus personne n'ose de sortir, puisqu'il y a un risque de manifestation. Toutes sortes de petits rassemblages et directement fait face à des tirs. Il n'y a plus forcément de discussion, si on peut se dire. Donc, les gens ne vont plus manifester dans les rues, mais par contre, essayent toujours de rester actifs d'une manière qu'ils peuvent, de réfléchir à des possibilités, à comment faire. C'est un feu qui s'est allumé, qui a pris de l'ampleur, que l'État a essayé d'éteindre, mais dont les lueurs, elles sont toujours présentes sous les cendres, avec de l'inquiétude bien sûr, mais tout ce qui est dit unanimement, c'est que tout le monde garde espoir de trouver une solution, et bien sûr qu'une solution externe intervient, car ce cancer, ce régime qui était un cancer, ne pourra pas être enlevé pacifiquement, comme l'a essayé le peuple. Il y a besoin d'une interaction diplomatique internationale. Donc ça continue, mais moins présent dans les rues, si on puisse dire. Ok. Et donc, ces dernières semaines, tu as beaucoup partagé sur les réseaux sociaux
sur ce qui se passe, avec aussi cette revendication de beaucoup d'Iraniens que l'on ne parle pas assez de l'Iran. Est-ce que tu peux nous dire, donc c'est que dans les médias à l'international, finalement, on ne parle très peu de ce qui se passe ou qu'on cache des choses qui se passent, c'est ça? Oui, il y a plusieurs aspects, dans le sens où l'Iran est un pays stratégique dans la région du Golfe Persique. C'est troisième ressource mondiale de pétrole, deuxième ressource de gaz, avec des mines d'or, de ferraille, de cuivre, etc. Le fait qu'il y a eu des embargos américains sur l'État et que le pétrole iranien n'a pas pu être officiellement sur le marché, ça a joué beaucoup en faveur des concurrents dans la région qui ont gardé la main sur le tarif pétrolier et donc la politique de l'OPEC. Mais aussi, ce ne sont pas des pays démocratiques qui sont autour. Donc pour eux, c'est plus avantageux pour leur propre pays également de maintenir une dictature à côté plutôt qu'une république. Donc il y a beaucoup de lobbies en Europe, aux États-Unis, pour qu'il n'y ait pas d'intervention en Iran en premier lieu. En second lieu, il y a cette tendance à juger le combat des Iraniens contre le régime islamique, qui est un régime fasciste, bien sûr islamiste, à la confondre avec le combat des minorités musulmanes dans le monde. Ils pensent que c'est un combat contre l'islam, alors que c'est contre un régime dictature, c'est contre un système inhumain. On ne réclame pas la destruction de tous les éléments islamiques. Oui, il y a eu des mosquées qui ont été mises en feu, mais c'est très important à préciser qu'en Iran, on a énormément de mosquées qui n'ont pas d'usage religieuse, mais qui sont des bases pour les bassidjies, pour cette armée volontaire que l'on parlait. Donc c'est des endroits politiques et pas non religieuses. Et donc beaucoup de branches politiques et d'activistes pensent que soutenir la cause des Iraniens, c'est soutenir également l'islamophobie qu'on en discute dans l'Occident. Alors que bon, ce n'est pas la même chose, disons. Nous, les femmes iraniennes, lors du mouvement Femmes Vie Liberté, on l'a démontré très clairement qu'on veut justement cette variété de voix et de choix, et qu'on a également les femmes voilées dans notre communauté, dans les manifestants. On a des musulmanes et des musulmans. Le combat, c'est pour les droits de l'homme, c'est pour la libération. Ce n'est pas contre une religion. Oui, contre la République islamique, mais ce n'est pas notre faute si ce régime dictatorial a choisi son nom. Et toi, qu'est-ce que tu ressens actuellement, toi? Je ressens du regret dans le sens où j'aurais peut-être pu être en Iran, être à côté de tous ces gens. Je ressens de la douleur pour toutes ces personnes qui étaient des bons vivants, qui ont perdu la vie, de la douleur et du chagrin pour leur famille, de la tristesse parce que je n'ai plus l'accès que j'ai besoin à ma famille. Cette partie un peu égoïste. Mais je sens également de nouveau cette espérance que peut-être je pourrais aussi interagir différemment
depuis l'extérieur. Donc, je suis un amalgame de chagrin, de douleur, de peur, bien sûr, mais beaucoup d'espoir. Donc, toi, tu vois quand même l'avenir que ça va changer, je veux dire, dans un sens positif, vraiment pour le pays et pour les Iraniens. On le voit tous. Tout dictateur est parti. Même les plus rudes, ils sont dévoués à partir. Ce ne sera peut-être pas immédiatement, mais ce sera fait dans une proche qu'on espère rapide, bien sûr. Mais toute révolution a un cycle à passer, disons. Ouais. Et tu disais que tu sentais que peut-être que tu avais la capacité ou les moyens de faire quelque chose, même depuis la France. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire aussi peut-être comment nous, on peut agir? Bien sûr. Le gouvernement a plusieurs sortes d'armées. Le gouvernement islamique iranien. Ils ont une armée cybérique qu'on appelle, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur les médias, pour changer les témoignages, changer les histoires, changer les réalités. Et derrière, disperser les attentions sur un sujet principal et remettre en place leur lobby pour agir tranquillement. Aujourd'hui, les Iraniens à l'international, comme on le voit, il y a énormément de manifestations. Chaque semaine, ils se rassemblent des dizaines de milliers pour transmettre le souhait des Iraniens pris en otage à l'intérieur d'Iran. Mais également, on essaye de répandre l'information, les informations qui viennent à nous sur les réseaux sociaux, ce qui est raconté, ce qui a été fait, ce qui a été vu, ce qui a été expérimenté, vécu, si on puisse dire, et donc mettre la pression sur les États occidentaux via ces informations, puisque plus on parle plus on demande l'aide de la France, le pays des droits de l'homme, plus on demande de l'aide de l'Union européenne, des Nations Unies des droits de l'homme, plus ils vont devoir être obligés de répondre, de réagir à ça. Il y a beaucoup de pétitions qui sont en cours pour les demandes qu'on essaye de signer. Donc nous, on va essayer d'interagir un peu en contresens de l'armée cybérique de la République islamique. Ok. Et si jamais il y a une ou des pétitions que tu penses qui peuvent avoir vraiment un impact, tu pourras me les transmettre et je le mettrai alors dans le descriptif de l'épisode. C'est très gentil. Merci, Raphaël. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ce qui se passe là actuellement? Quelque chose que j'ai oublié de te poser comme question? Pas me concernant, mais ce qui m'attriste un petit peu, ce qui me choque également, c'est que alors le monde a toujours vu des hauts et des bas, des guerres, des massacres, mais jamais autant je n'avais remarqué que à quel point les vies humaines sont devenues politiques, que tout a été géopolitisé, que tout a pris cette image complexe, alors qu'on parle juste des vies d'humains, des simples humains comme toi et moi, comme notre voisin, qui souhaitons juste pouvoir vivre une vie sans forcément penser à la politique.
sans forcément nous inquiéter du du pain qu'on va avoir ce soir sur notre table, de nous inquiéter que si je dis ça, ça pourrait être interprété de telle manière, que je pourrais même en être jugée. Le problème, c'est que en Iran, personne n'a voulu être politique. On nous a obligés à mener une vie politique. On nous a politicisés, si on puisse dire. Surtout les femmes. Rien que notre existence, elle est politique. Et il faut qu'on écarte ça. Qu'on se dise, en face de moi, j'ai un être humain qui subit une injustice, qui subit une cruauté, et il faut qu'on interagisse par rapport à ça. C'est juste voilà ce que je tenais à mentionner. Ouais. Et donc on a parlé un petit peu de religion avant. Alors est-ce que tu veux nous dire si tu as une forme de spiritualité et si avec ce qui se passe ça a changé ta foi dans un sens ou dans un autre? J'avoue que la religion n'était pas un élément important dans ma vie de jeunesse. C'était quelque chose qui était là, qui devait probablement être là, jusqu'à ce que cette religion, jusqu'à ce que via le religion, on commence à justifier les injustices envers moi. Moi, comme d'autres femmes. Nous avons étudié le Coran, l'islam depuis l'école primaire. Et c'est devenu un levier d'oppression, de contrôle. Si on faisait pas la prière, on était pénalisé, on perdait sur notre note globale à l'école. Si on ne faisait pas suivant telle règle du Coran qui est souhaitée à l'école, on était pénalisé. Pour moi, la religion a eu une grande image de pénal, comment on puisse dire, punition. Malheureusement, je n'ai jamais pu découvrir le côté ouvert et humaine de la chose, le côté qui me permettrait de me développer humainement, mes valeurs, ma relation avec le monde, avec les autres personnes, développer mon amour, mon empathie et ma connexion. J'ai vécu une période où j'ai volontairement, je me suis écartée de toute religion, même de Dieu, parce que je lui en voulais. J'étais en colère contre ce Dieu qui accepte de voir toute cette immense injustice et ne rien faire, et pardonner aux criminels sans leur retourner la chose. Mais je pense que l'humain, on est au-delà de ces histoires qu'on nous raconte. On est au-delà juste d'un seul livre, enfin que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, le Torah. Je pense qu'on a beaucoup à découvrir entre nous, rien que par nos liaisons humaines, notre patience, notre ouverture, notre écoute. Pas seulement écoute verbale, mais écoute avec le cœur. Donc j'ai de nouveau accueilli une partie de spiritualité qui me console et qui me réconforte. Mais ce n'est pas Dieu, c'est l'amour des êtres humains envers l'autrui qui me réconforte. C'est ce Dieu qui est en chacun de nous, si on puisse dire, qui me fait garder espoir. Et tu parles de cet amour envers les êtres humains, etc. Et comment c'est autour de toi en France? Est-ce que les gens que tu côtoies te parlent de l'Iran? Est-ce que tu as l'impression que les gens, de manière générale, se sentent concernés, agissent?
Et ouais, déjà, je vais m'arrêter à cette question. Je ressens de l'amour autour de moi. Je ne me sens pas abandonnée parce que je comprends aussi que la situation elle est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie en paix. Il n'y a heureusement, fort heureusement, il n'y a pas eu de guerre en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de crise humaine, humanitaire, économique, enfin, aussi violente. Donc, ce qui se passe en Iran, pour eux, c'est comme un film d'action qui est difficile d'ingérer comme une réalité. Donc, je comprends qu'il y ait cette situation de choc à ne pas savoir comment réagir, que dire. Mais le fait qu'on me demande si je vais bien, qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, est réconfortant en soi. Mais c'est vrai que au profondeur du sujet, pas grand monde le sait. On sait juste que dans un coin du monde où on a eu tendance à entendre que bon c'est la guerre, c'est la misère, il y a de nouveau la guerre, mais ce n'est pas clair que c'est la guerre de l'État contre son propre peuple qui manifeste pacifiquement. Et je trouve ça vraiment très impressionnant que tu puisses avoir ce recul et garder ce cœur vraiment ouvert, parce que c'est vrai que je pense que, comme tu le dis, on est loin, on se sent aussi tellement détaché, et je pense qu'il peut y avoir aussi forcément beaucoup de colère vis-à-vis de ça, donc bravo de pouvoir rester connecté à ton cœur et comprendre aussi que nous humains eh bien on est vraiment limité d'une certaine manière dans cette empathie, parce que personnellement parfois je trouve ça triste, et moi-même parfois je culpabilise en me disant que je reste coupée aussi un peu des informations du monde pour aussi me préserver, mais c'est aussi évidemment très égoïste, donc voilà. Je voulais juste souligner. Ce n'est pas égoïste du tout, c'est très très normal. On veut tous une vie saine et tranquille. Ce n'est pas au petit peuple de se préoccuper des politiques, disons. C'est les grands politiciens qu'on choisit qui doivent gérer les choses, mais bon. Ouais, on peut le voir comme ça, ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à peut-être aux personnes qui ne savent pas trop ce qui se passe en Iran? Là, on en a parlé vraiment en détail, mais imaginons tu croises quelqu'un qui ne sait pas grand-chose. Quel est le message prioritaire que toi tu veux faire passer? Le bataille pour la liberté de l'homme n'est pas fini. Le bataille des femmes pour leurs droits, pour leur corps, n'est pas fini. Dans un coin du monde, il y a des gens qui se font tuer pour réclamer leurs droits très très initiaux. Oui. Et puis même, c'est vrai que même en Occident, même en Europe, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, et à tout moment, un renversement de situation peut avoir lieu, donc ouais, c'est bien vraiment de le rappeler. Je réfléchis à comment on s'approche en tout cas de la fin de cette interview, mais est-ce que tu dirais que tu as appris quelque chose sur toi ces derniers mois avec toutes ces situations? Qu'on peut être fort tout en étant très 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 faible. Que je peux m'effondrer
un jour et que je peux me relever le lendemain à essayer d'être actif plutôt que le passif du jour d'avant. Que à quel point nous, êtres humains, on peut être des éponges d'empathie et d'amour, mais en même temps, à quel point on peut être courageux et fort et perçant. Je sais pas si ça s'utilise comme une arme, en fait. Alors en disant ça, je me réfère beaucoup aux gens qui sont à l'intérieur d'Iran, parce que eux aussi ils se sont effondrés et ils se sont relevés de toute force très rapidement. Merci. Tu le sais, ce podcast s'appelle Le vent d'un nouveau monde. Toi, quel est le nouveau monde que tu souhaites de tout ton cœur? Quel est, je ne sais pas si c'est une prière, mais qu'est-ce que tu souhaites profondément? Que tout le monde retrouve l'immense amour qui se cache au fin fond de son être et son immensité et tout ce que ça peut amener. Si moi j'ai de l'amour pour le SDF qui est à côté de la rue, je peux agir pour l'aider. Au moins pour un jour, une semaine, ou même trouver la force de faire une action plus grande et pour plus de SDF par exemple. Et si cet amour pouvait réapparaître ou remontrer ces lueurs dans le cœur des gens qui ont vraiment de l'influence, qui ont vraiment de la puissance, je pense qu'on serait pas très loin d'un monde idéal. Ce n'est pas possible, mais même une petite lueur peut faire d'énormément de changements, je pense. Est-ce que tu as une idée de comment on peut aller et tendre vers le fait de retrouver cet amour là dont tu parles? Je pense l'amour de soi, ça commence par l'amour de soi, c'est l'acceptation de nous-mêmes, de tout ce qu'on est. On peut être très moche intérieurement, mais on peut aussi avoir beaucoup de beauté. C'est être réaliste avec nous-mêmes. Avoir confiance en nous-mêmes, en nous mettant en question aussi. C'est d'être transparent, je pense. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie d'exprimer avant qu'on arrête l'interview? C'est difficile de trouver ce dernier mot. Il y a beaucoup de pression. Je souhaite de tout cœur la paix, le calme, la satisfaction pour tout être vivant. Même les plus cruels, en arrivant à je pense à ces 3 éléments, dont bien sûr l'amour, pourront s'attendrir, pourront faire les choses autrement, pourront être autrement. Après tout, on est tous des êtres humains fragiles, on n'est pas des monstres de base. Merci, c'est magnifique de terminer là-dessus. Merci infiniment pour ton courage, Shahrazad, vraiment d'oser t'exprimer comme ça, là, devant un micro, devant une caméra même. Et on salue évidemment le courage de tous les Iraniens. Donc merci infiniment pour ce moment et tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, Raphaël, pour ton temps et ta disponibilité.